Merci à ceux qui sont restés avec nous et bonjour à ceux qui nous rejoignent dans le studio 104 de la Maison de la Radio. Alors à l'heure où la télévision voit ses téléspectateurs vieillir pour partir vers les plateformes de streaming, à l'heure où des séries comme HPI ou La Casa de Papel peuvent s'exporter à travers le monde grâce à ces mêmes plateformes, quelle stratégie pour les sociétés de production? Comment penser l'écriture d'une série, d'un documentaire ou d'un téléfilm? Quel code adopter pour s'assurer un succès à l'étranger et convaincre les plateformes? En clair, faut-il penser local, global ou les deux? Pour en parler, j'accueille l'homme à la tête du premier studio indépendant européen de contenu audiovisuel, Media One. Merci d'applaudir Pierre-Antoine Capton. Bonjour Pierre-Antoine, je vous laisse vous installer. On est ravis de vous accueillir, d'autant que votre parole est assez rare, notamment en public. D'ailleurs, le public pourra vous interroger tout à l'heure, mais avant cela, on va peut-être faire un petit rappel des épisodes précédents, parce que Media One, c'est une société de production, de distribution, de diffusion de contenu, fondée en 2015, il y a 8 ans, par Xavier Niel, Mathieu Pigasse, et donc vous. Aujourd'hui, c'est 70 sociétés réparties dans 11 pays à travers le monde, en Europe, mais aussi en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Deuxième producteur de flux en France l'an dernier, dernière Banijé. On recevra tout à l'heure Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijé. Alors pour les marques les plus connues, en tout cas en France, on peut citer C'est à vous, C'est dans l'air pour les émissions télé, 10%, HPI, Les Bracelets Rouges pour les fictions, Miraculous, Pinocchio et Le Petit Prince pour les séries d'animation. Et Media One, c'est aussi de la production de films à travers Novembre, Yannick, Je verrai toujours vos visages et dans quelques jours, Les Trois Mousquetaires, le deuxième épisode tourné vers Milady. Et puis il y a des documentaires aussi, Aurel San, Nicolas Anelka, Tony Parker, Maître Gims ou Benzema. Voilà, on voit un panel très large de vos activités. Le thème de Média en scène cette année, c'est la disruption. On parle des changements, parfois brutaux, qui touchent les médias. Alors est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous développez un programme, vous pensez avant tout aux plateformes qui vont pouvoir acheter ce programme? Merci pour votre invitation. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, et ce monde a totalement changé entre le premier jour, on a lancé Media One avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse en 2015, et aujourd'hui, il y a 8 ans qui se sont passés. En 2015, on sentait que les plateformes allaient arriver en France et qu'il fallait être capable de créer des contenus qui allaient pouvoir s'exporter. On savait qu'en France, on avait des auteurs et des producteurs de talent, et on voulait leur permettre de les accompagner pour créer des œuvres globales. C'est comme ça qu'on s'est associé avec Dominique Besnéard qui a créé 10%. 10% est une des séries les plus vues dans le monde. Quand vous allez aux États-Unis, en Espagne ou dans plein de pays, on vous parle de 10% comme une série référence. Et ça a été grâce à France Télévisions qui a initié la série il y a quelques années. Et puis une accélération après avec la vente à Netflix. Et entre donc le lancement de Media One et aujourd'hui, tout a complètement évolué. Et maintenant, notre métier, il est d'aider des producteurs, des auteurs à accélérer leur travail pour leur permettre de toucher le public le plus large possible. Il y a 10 ans, quand on avait une bonne idée de série, on n'était pas certain de la vendre. On était en France, on avait 6 diffuseurs, ou peut-être 3 qui faisaient des séries télé. Et si à ce moment-là, on ne s'entendait pas avec le patron de la chaîne ou le patron de l'unité fiction, on était incapable d'aller plus loin. Aujourd'hui, grâce à ce nouvel écosystème, quand on a une bonne idée de série, on d'abord va voir principalement nos partenaires en France, France Télévisions, TF1, M6, Canal+. Et puis si on a une dimension internationale, on peut aller voir une plateforme en complément. Et je vais vous donner un exemple qui est pour moi le meilleur aujourd'hui. On avait envie de faire un conte de Monte Cristo de plusieurs façons. Dimitri Rassam avait envie de le faire dans une version très locale en film de cinéma. Il vient de terminer le tournage hier avec Pierre Ninet. Oui. Et puis en parallèle, une société qu'on a en Italie, Palomar, avec DEMD en France, avait envie de développer une série à vocation internationale autour de Monte Cristo. Et donc on a fait avec, et c'est encore en tournage, Jeremy Irons et Sam Claflin, avec France Télévisions et avec Rai, et qui sera vendue à une grande plateforme dans le monde, une série européenne. Donc aujourd'hui, on peut, et c'est notre travail avec les équipes de Media One, d'essayer de bien orienter les meilleurs contenus qu'on a au sein des producteurs de Media One. Et justement, le fait que les parois finalement soient de plus en plus poreuses entre le cinéma, la télé, le documentaire, la fiction, ça change quoi pour vous dans votre méthode de réflexion, de production ?
c'est à nous de se poser la question avant, de savoir comment on peut accompagner un programme. Je vais vous donner un exemple en animation. On a aujourd'hui, l'une des choses les plus difficiles, c'est de créer une marque, et encore plus en animation. Vous connaissez peut-être Pyjamas ou Peppa Pig. Eh bien, on a eu la chance en France de lancer une marque qui s'appelle Miraculous Ladybug, qui a démarré à la télévision. Et puis cet été, le film est sorti. C'est le plus gros succès du cinéma français à l'international, alors qu'il est sorti sur une plateforme aux États-Unis. Et en Arabie Saoudite, par exemple, c'est devenu la marque la plus connue. Et on a cette chance aujourd'hui d'être capable d'imaginer et de multiplier les possibilités pour lancer une œuvre. Et c'est une des chances de ce métier, c'est qu'on est capable, depuis la France, un pays où on a les meilleurs créateurs, un pays dans lequel on a un formidable écosystème, un pays dans lequel nos diffuseurs vont plutôt bien, d'accompagner avec ces partenaires-là des contenus le plus loin possible. Produire, ça coûte cher. Évidemment, les chaînes de télévision ont des moyens qui sont en train de se réduire, notamment dans le service public. Est-ce que ça veut dire aussi que l'arrivée des plateformes vous a donné un second souffle ou pas? Alors, pas de second souffle, parce qu'on était en plein développement, en plein essor. Quand on lançait MediaOne, c'était une société qui était cotée en bourse. Donc on a fait le tour du monde avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse pour essayer de persuader des investisseurs financiers de parier sur ce qu'on était en train de développer. Et je donnais un exemple, j'étais le producteur des pièces de théâtre de Florian Zeller, notamment d'une pièce qui s'appelait Le Père avec Robert Hirsch. Et Florian c'était l'auteur français le plus joué dans le monde, et il avait envie de financer son film, Le Père. En France, c'était impossible. Il a réussi à le faire grâce à un réseau international, et il a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur, et il a gagné aussi le César du meilleur film étranger, alors qu'il avait tout développé en France. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on doit être capable de faire, c'est d'accompagner tous ces talents-là et de leur permettre quand France Télévisions m'accompagne sur le compte de Monte Cristo. C'est un vrai partenariat. Ça leur coûte sans doute un peu moins d'argent qu'une série originale, mais par contre, ils auront une série premium à mettre à l'antenne. Et dans les modèles aujourd'hui des chaînes de télévision, que ce soit TF1, Canal+, M6, de pouvoir avoir accès avec des partenaires comme nous sommes, mais il y en a plein d'autres en France, à des contenus de meilleure qualité, à plus gros budget, parce qu'on est capable de les faire financer différemment, je pense que c'est quelque chose de très positif pour les diffuseurs et pour nous. On est assez critique en France sur ce qu'on peut produire aujourd'hui. Est-ce que la production française est véritablement reconnue à l'international? Est-ce que c'est un produit finalement, oui, qui a une valeur assez riche, où on se dit produire français, c'est la classe, comme dirait un ministre? Moi, je prends le parallèle avec l'industrie du luxe et la mode, où la France est reconnue aujourd'hui comme l'un des pays les plus créatifs. Je pense que c'est la même chose aujourd'hui dans la production de contenu. J'ai la chance avec MediaOne de beaucoup voyager. La France est une référence aujourd'hui. Référence par son modèle économique. On se plaint beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui et de l'arrivée des plateformes, mais on a été l'un des premiers pays à mettre en place la directive SMA. On est l'un des premiers pays aujourd'hui à pouvoir avoir un acteur comme Canal+, qui finance quand même 200 millions d'euros par an dans le cinéma français. On a la chance aujourd'hui d'avoir, honnêtement, un écosystème qui marche très bien, qui est jalousé par quasiment tous les pays européens. J'étais hier en Allemagne et ils vont essayer d'adapter la même chose à partir du 1er janvier. L'Italie a fait pareil. Et aux États-Unis, la qualité de nos programmes est reconnue. Je vous parlais de 10%, il y a le Bureau des légendes. On a tout un tas aujourd'hui de réalisateurs français, de réalisatrices, d'actrices qui sont en train de lancer une carrière là-bas, puisque la France, en termes de création, de créativité et de qualité, est l'une des nations les plus importantes au monde. Et grâce à des groupes comme les nôtres, comme MediaOne, on a aujourd'hui un accès plus rapide. Et il y a deux choses qui sont quand même importantes. Dans le top 5 des producteurs de contenu dans le monde, il y a 2 sociétés françaises. Celle de Stéphane Courby, Banijay, qui est largement leader, et MediaOne, qui doit être 3e ou 4e. Ce n'est pas que le fruit du hasard, c'est aussi parce qu'on porte des projets qualitatifs et qu'on fait tout pour se développer, et parce que la France est un pays qui va très bien dans le domaine des contenus. Et pourtant, dans le même temps, on voit revenir des programmes comme la Star Academy, comme Popstar. Vous-même, vous allez relancer Clem, section de recherche, Alice Nevers. Il y a eu le Grand Échiquier, le retour du Grand Échiquier. On a l'impression qu'il y a une sorte de recyclage, ou en tout cas d'envie de remettre à neuf certains programmes. Pourquoi? Ça coûte moins cher, ou parce qu'on n'arrive plus à être assez inventif dans le domaine? L'arrivée des plateformes a fait une chose, et notamment en France, c'est que les diffuseurs ont sans doute aussi, par effet de mode, se sont dit il y a une partie aujourd'hui de nos téléspectateurs
qui partent vers Netflix. Et Netflix, ils ont cette capacité marketing d'appuyer, de lancer très fort des programmes. Et donc les lignes éditoriales, dans une période courte, peut-être de TF1 en termes de fiction, ont changé. Media One est le producteur historique de Section Recherche, Alice Nevers et Clem, qui sont des séries qui rassemblent beaucoup de téléspectateurs, 5, 6 millions, 7 millions, mais qui par contre étaient plus assez puissantes en termes de ce qu'on appelle FRDA, donc les ménagères. TF1 a voulu changer à une époque de stratégie éditoriale et c'était leur choix, peut-être pour faire des choses plus modernes, et puis ils sont revenus vers quelque chose aujourd'hui de peut-être plus rassurant, et ils savent qu'ils vont toucher un très large public, ce qui ne les empêche pas d'innover et de créer des séries comme HPI, mais ils essaient de toucher maintenant le meilleur des deux mondes. Est-ce qu'il y a un côté doudou un peu aussi, finalement, à se dire, Je tiens, pense on que c'est replonge un rassurant. peu dans une nostalgie? C'est difficile aujourd'hui quand vous êtes téléspectateur. D'abord, vous regardez plein de contenus sur votre smartphone, vous arrivez à la maison, vous êtes en famille, vous avez envie alors soit de partager en famille de l'information, qui est en ce moment un peu difficile à digérer, des moments de sport, qui sont toujours des moments de rassemblement. Le score de l'équipe de France en est encore témoin aujourd'hui. Mais ces grandes marques, elles permettent effectivement de rassurer. Vous savez ce que vous allez voir. Et c'est donc aujourd'hui beaucoup plus efficace, quand vous êtes une chaîne traditionnelle, de pouvoir utiliser ces marques. L'une des grosses différences entre les plateformes et les chaînes traditionnelles, c'est l'argent investi en marketing. Ouais. Quand on a lancé pour la première fois le documentaire sur Orelsan avec Amazon, j'ai été surpris de l'investissement marketing que Amazon pouvait faire. C'est un détail, mais Orelsan est habitant à Caen. Ils avaient acheté tous les panneaux. Une région qui est la Normandie, il faut le rappeler. Une très bonne région, la Normandie, et Caen, une très bonne ville avec un très bon club de foot. Mais ils ont acheté un panneau publicitaire tous les kilomètres. Il y a 240 kilomètres entre Paris et Caen, qui était donc aux couleurs du documentaire d'Orelsan. C'est une petite idée et c'était malin. C'est un outil marketing qui coûte un peu d'argent. Et aujourd'hui, évidemment, c'est plus compliqué pour les chaînes traditionnelles de le faire sur tous leurs programmes. Donc, relancer une marque ancienne, ça permet d'éviter d'avoir à faire trop d'investissements marketing. Aujourd'hui, dans Média en scène, on se demande comment réinventer l'information aussi. En 2009, à la tête de Troisième œil Productions, vous avez lancé C'est à vous sur France 5, animé à l'époque par Alessandra Sublet, une sorte de contre-grand journal, de canal, on va dire. Est-ce que vous avez eu le sentiment de bousculer les codes à ce moment-là, justement de la façon dont on pouvait faire de l'info? Alors à l'époque, il n'y avait aucune femme qui présentait une émission d'Access Prime Time. C'était Banaghi sur France 2, un jeu sur TF1 animé par un garçon. Sur Canal+, c'était Le Grand Journal incarné par Michel Denisot. Et sur M6, je crois que c'était déjà Top Chef ou quelque chose comme ça. Et quand France 5 partageait un canal avec Arte, pardon, ça... On pense que je parle d'une autre époque, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Et pour la première fois, avec la TNT, s'ouvrait après 19h. Ils avaient besoin, après C'est dans l'air, d'une émission d'Access. Et on a fait l'inverse de ce que faisait Canal. C'est une émission plus intimiste, là où Le Grand Journal était une émission en public, avec, quand j'ai plein d'argent, j'étais très jaloux de ce qu'ils faisaient à l'époque, parce que vraiment, c'était les maîtres. Animé par un garçon, les invités n'avaient pas beaucoup de temps de parler. Et donc, on a fait ça dans un loft, avec une animatrice, Alessandra Sublet, qui a été décriée au démarrage, et puis un truc très intimiste, avec un dîner. L'émission a trouvé son public, elle a mis du temps, et on était très fiers de ça. Et encore une fois, ce n'était pas une question d'argent, puisqu'on était 4 ou 5 fois moins cher que Le Grand Journal, mais on a réussi à trouver un style qui, aujourd'hui, encore se renouvelle, pour plein de raisons, la qualité des animateurs, la confiance avec France Télévisions, parce que pouvoir installer des émissions aussi longtemps, c'est que le diffuseur est suffisamment intelligent pour vous aider à le renouveler. Et je remercie Stéphane Sidbon-Gomez de sa confiance et Delphine Ernotte. Et puis par ailleurs, des animateurs crédibles. Dans une période aussi lourde, être capable tous les soirs d'être à l'antenne de 17h30 à 19h avec C'est dans l'air et de 19h à 21h avec C'est à vous, de parler de sujets aussi compliqués que sont les sujets d'actualité, sans polémique, en essayant d'être intelligent, crédible, et tout ça en vrai direct, puisqu'il y a peu d'émissions aujourd'hui en vrai direct à la télé, c'est grâce au talent de Patrick Cohen, d'Anne-Elisabeth Lemoine, de Caroline Roux et des équipes de Troisième œil et de Maximal. Mais parce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour intéresser le téléspectateur à l'information, l'informer, il faut aussi créer un peu de spectacle ou pas? Aujourd'hui, les réseaux sociaux font que tout doit être spectaculaire. J'en parlais tout à l'heure avec le président d'Arcom lors du déjeuner. Twitter permet tout, c'est-à-dire que vous pouvez
tout voir, tout lire, tout entendre, sans vraiment savoir ou vérifier. Et donc, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir faire confiance. Il y a le meilleur et il y a aussi le pire. Et quand vous êtes aujourd'hui responsable d'une émission de télévision à une heure de grande écoute regardée par autant de monde, vous êtes responsable des sujets éditoriaux que vous traitez. Et donc, vous devez être attentif au sujet, à ce qui se passe. Et c'est vrai que j'ai bossé avec Anne-Sophie Lapix, qui avait une rigueur incroyable, Caroline Roux, qui a une rigueur incroyable, Anne-Elisabeth, Aurélie Casse ou Patrick Cohen. Bon, sont des gages de fiabilité, d'informations crédibles, et c'est ce qu'on essaie de faire tous les soirs. On va parler de l'avenir de Media One avant de laisser la parole au public. Media One, on l'a dit, c'est 11 pays grâce à ces sociétés que vous avez rachetées. En octobre 2021, dans le Figaro, vous disiez vouloir grandir en Asie, en Afrique, aux États-Unis, tout en gardant votre ADN européen. C'est quoi l'ADN européen ? L'ADN européen, je dirais même d'abord un ADN français, parce qu'on est une boîte française, on est, Xavier, Mathieu et moi avons le contrôle de Media One, on est basé à Paris, on est très heureux de développer cette boîte depuis la France, et honnêtement, quand on débarque et qu'on s'associe avec Plan B, la société de Brad Pitt, et qu'aujourd'hui on est capable de produire des films comme le prochain Bong Joon-ho, le prochain Tim Burton, ou des très grands spectacles hollywoodiens, on est particulièrement fiers. On est un peu complexé au début d'être français, et au final, on voit que ce monde, là-bas aussi, il a changé, il a évolué avec les grèves, avec un écosystème différent, et que la créativité française est largement acceptée, même demandée. Ensuite, l'ADN européen de Media One, c'est d'être capable de faire travailler tout un réseau de producteurs ensemble. Je vous explique comment ça se passe, c'est qu'on a des équipes, Elisabeth Darvieux qui dirige Media One Picture, où moi-même on passe beaucoup de temps avec ces différents producteurs. Hier on était en Allemagne avec nos camarades allemands, nos producteurs allemands, on était en Italie il n'y a pas très longtemps, et donc on a quelque chose où on partage un ADN commun. J'ai choisi chacun des 70 producteurs qui est chez Media One, on a des rapports en direct, et donc on partage aujourd'hui la même passion des médias, le même goût, la même culture, et on essaie de faire des programmes européens ensemble, ce qu'on fait avec le Comte de Monte Cristo, c'est une coproduction. Et vous arrivez encore à avoir un œil sur tous les talents, sur tous les producteurs, en étant aussi gros, aussi étendu ? C'est essentiel. Je ne pense pas que quand Xavier Niel et Mathieu Pigalle sont venus me chercher, c'était pour mes connaissances financières, c'est parce que j'étais producteur depuis 25 ans et qu'avant tout, j'aime les programmes. Alors, je suis devenu aujourd'hui le patron d'une grosse boîte, mais ce que j'essaie de répéter en permanence à mes équipes, c'est par la création, c'est par la qualité de nos programmes qu'on continuera d'avancer. C'est comme ça qu'on créera de la valeur, et c'est comme ça qu'on fera parler de nous. Et jusqu'à maintenant, les succès de nos marques, de nos producteurs de cinéma, on a Hugo Sélignac qui a fait Bac Nord, Novembre, Yannick, L'amour ouf, le prochain film de Gilles Lelouch, Dimitri Rassam qui fait Les Trois Mousquetaires. C'est grâce à la qualité de ces contenus que la boîte continue d'avancer, et c'est comme ça qu'elle continuera. J'ai la chance de connaître le line-up de Media One sur les 3-4 prochaines années. Et le line-up, c'est les sorties à venir. Les sorties de films, de séries, et ceux avec qui on va partager ça, je suis vraiment très fier du travail qui a été mis en place. Un petit mot sur les projets avant les questions. Vous aviez évoqué dans Ouest France récemment une grande série tournée vers Deauville. Vous l'envisagiez déjà à l'international. Est-ce que vous avez le casting depuis cette annonce ? Non, c'est allé assez vite parce qu'on en a parlé rapidement. On est en train de développer ça. À Deauville, il y a plein de choses qui s'y mêlent. L'univers des courses, les casinos, évidemment la famille Barrière avec une histoire incroyable. Et donc c'est cette épopée qu'on va raconter à travers cette série, sur laquelle on a eu énormément d'appels entrants de la part de plateformes et de diffuseurs pour pouvoir la développer. Et puis on va développer pas mal de choses autour de la marque 10%, qui est une marque... Film, on est en train de travailler là, et les scénaristes sont en train de terminer l'épisode final, qui sera sous la forme d'un film, d'un unitaire, mais voilà, qui donne très envie. Et puis on est en train de réfléchir avec les équipes dans différents pays à des écosystèmes différents autour de 10%. Eva Longoria va faire une version latino, et on aura pas mal de surprises à annoncer qui montrent à quel point, depuis la France, grâce à France Télé qui a initié ce programme, on est capable de créer des marques mondiales, et vous serez assez surpris de ce qu'on va pouvoir annoncer. Vous n'avez pas une petite surprise à nous annoncer aujourd'hui ? Non, on discutait, on est en train de réfléchir à une série sur les coulisses de la maison de la radio. En tout cas, d'un grand groupe de radio, et de raconter un peu tout ce qui peut se passer dans les coulisses. Et c'est vrai que quand on vient ici, à chaque fois, toutes les histoires qu'on peut raconter, les légendes autour de Radio France pourraient
permettent de créer un écosystème dans les coulisses d'une grande maison comme Radio France. On en a parlé rapidement avec Sybille Val ce midi. Donc peut-être une série à venir sur les coulisses de Radio Pourquoi France. pas, ouais. Okay. La 5e saison de HPI, ça arrivera bientôt? C'est en cours de tournage. Donc diffusion à partir de... Je laisse TF1 l'annoncer, sinon je vais me faire engueuler. J'ai entendu parler d'un concours de commentateurs sur Canal+ également. Ouais, au micro, on a la chance d'avoir chez Media One un producteur exceptionnel qui s'appelle Eric Enzo, qui est la personne qui a révolutionné un peu les émissions de flux et de divertissement. Je sais que c'est votre thématique d'après, mais il a produit Nouvelle École pour Netflix. Nouvelle École, ouais, c'est un cas d'école, et je vais faire très court dessus, mais c'est un format américain. Découverte de talent. Découverte de talent dans l'univers du rap. C'est une sorte de Star Academy 3.0. La Star Academy est géniale. Là, c'est vraiment sur les musiques urbaines. Et ça n'avait pas marché aux États-Unis. Ted Sarandos, le patron de Netflix, avait dit mais vous allez avoir du mal à en faire une adaptation. Et grâce au travail d'Eric et des équipes de Black Dynamite, ça a été le 2e programme le plus vu sur Netflix. Là, ils sont en tournage de la nouvelle saison avec un jury encore plus important. Il y a Aya Nakamura qui a accepté d'en faire partie. Et Maxime Saada, le patron de Canal, nous a confié la recherche du nouveau commentateur de foot pour Canal+. Et donc, c'est un concours absolument génial dont le tournage a démarré. Et on verra ça quand? Même chose quand Canal aura décidé vous le savez, vous ne pouvez pas nous le dire, c'est ça? On va passer aux questions. Il y a des questions dans le public, j'imagine, pour Pierre-Antoine Capton. On va aller à votre rencontre. Je ne vous vois pas très bien, je dois l'avouer. Il y a peut-être des questions au balcon aussi. Alors, en bas. Ah, pardon, à gauche. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Pierre-Antoine. Je m'appelle Blanche Cazy. Je suis en construction d'un média digital panafricain. J'ai entendu dire que vous vous intéressiez et vous êtes déjà implanté en Afrique. Moi, j'ai une question très pertinente à vous poser parce que, comme je vous l'ai dit, ça sera une chaîne digitale panafricaine et je vais proposer des programmes originaux représentatifs de l'Afrique. Malheureusement pour moi, dans l'univers médiatique, aujourd'hui, je constate qu'on importe le format européen en Afrique. On a le Bachelor, on a des émissions qui correspondent ni à la culture, ni à la représentativité des populations africaines. Est-ce que votre groupe, à l'avenir, envisage de travailler avec des producteurs de contenu qui vont proposer des programmes représentatifs, réellement culturels, associés aux us et coutumes des populations auxquelles elles sont dirigées? Merci. Merci beaucoup. C'est extrêmement important pour nous. On a lancé Media One Africa il y a 3 ans maintenant. On est représenté plutôt dans les pays francophones, en Sénégal et en Côte d'Ivoire. On a des co-développements avec Canal+ là-bas. On a lancé les premières séries originales pour les plateformes. Et donc, on va continuer de se développer, sans doute en partenariat toujours avec des groupes audiovisuels. Mais c'est important pour nous et même un axe prioritaire. Et les équipes travaillent en ce moment d'arrache-pied pour accroître nos présences. Et vous pouvez compter sur nous pour accompagner les meilleurs projets. On sera heureux de pouvoir les accueillir. Merci pour votre question. Une autre question là-haut, au balcon. Oui, bonjour. J'ai une question pour vous. À l'ère du digital et au concept qu'on peut voir par les créateurs de contenu sur YouTube, est-ce que vous êtes ouvert est-ce que vous êtes ouvert aux personnes qui créent des concepts de contenu, spécialement sur YouTube ou autre, pour une émission ou autre qui pourrait passer... Vous avez une émission à vendre, c'est ça? Non, pas du tout. D'accord. Non, on essaie d'accompagner les talents sur tous les supports. On fait cette émission, évidemment, le nom va m'échapper, dont vous savez, il goûte les Hot Ones, pardon, merci beaucoup, qu'on fait avec YouTube et qui rencontre un certain succès. Honnêtement, aujourd'hui, on a dans tous les domaines, on a Justine Planchon, qui s'occupe des émissions, dont le métier est d'accompagner aussi tous les talents. On va annoncer dans pas trop longtemps, je crois, avec un très gros influenceur, un nouveau programme. Donc, c'est notre métier d'accompagner sur tous les supports. Et oui, on regarde absolument tout ce qui se passe et dans tous les pays où on est présent. Une question en bas. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Robert. Bonjour. Bonjour. Félicitations pour la réussite de vos programmes. Une petite question par rapport à ce que vous qualifiez le pire de la télé française. Alors, je ne vais pas vous demander quelles sont les émissions, quels sont les programmes concernés, mais qu'est-ce qui caractérise
le pire de la télé aujourd'hui? Franchement, non, je ne vais pas le dire parce que je vais me faire des ennemis. Non, il y a des typologies de programmes qu'on ne fait pas chez Media One. D'abord parce qu'on ne savait pas les faire ou qu'historiquement on n'est pas rentré dessus, mais on ne fait pas beaucoup de télé-réalité. Un petit peu, mais pas beaucoup. Et quand je vois certains programmes aujourd'hui, ou quand je vois sur Twitter des extraits... Frenchy Shore notamment, pour ne pas la citer, j'imagine, dont on parle beaucoup en ce moment. Jeune fille, ouais. Je ne voulais pas le citer pour pas le fâcher, mais ce n'est pas le type de programme que j'aimerais qu'on fasse chez nous. Ça a sans doute... voilà, ça marche sans doute très bien, mais moi je suis dérangé aujourd'hui dans la responsabilité qu'on a. On se parlait tout à l'heure d'information, mais aussi on a nos enfants qui regardent et ont accès à tous ces programmes, et ça me paraît insensé qu'aujourd'hui on soit capable de montrer de la pornographie sur les réseaux sociaux à des gamins qui ont des téléphones. Et je ne trouve pas ça responsable, et je ne ferai pas ça voilà, chez Media One demain. Et le pire de la télé, je trouve honnêtement que tout le monde a énormément progressé, et que tout... Avant, vous savez, dès qu'il y avait un flop à la télévision, ça alimentait beaucoup. Il y en a de moins en moins. C'est sans doute parce que les chaînes de télévision aussi ont énormément progressé. Et je trouve que qualitativement, ce qu'on peut voir sur toutes les chaînes est vraiment monté d'un niveau. Une dernière question, rapidement, sur la gauche. Oui. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Karina. Merci d'être là et merci de répondre à nos questions. Donc voilà, je représente modestement 12 millions de personnes et je me sens pas très représentée. Donc si on peut donner des idées à l'international, je suis OK. Donc voilà, concrètement, je suis handicapée. Et je ne sais pas trop où on est. Et modestement, je pense qu'on peut aussi dire qu'on existe, on est sympa et on peut peut-être apporter quelque chose à la société. Donc voilà, donc merci. Demain à cet anneau, il y aura un duodé. C'est merveilleux. J'ai pas été prise, mais c'est merveilleux quand même. Et puis sinon, il y a Dominique Farrugia qu'on a la chance de voir aussi. Mais à part ça, je vois pas beaucoup d'handicapés. Donc voilà, c'est juste que moi, c'est cramé à 46 ans, mais peut-être les petits, ils peuvent se dire que même handicapés, ils peuvent intégrer la société et participer. Merci beaucoup. Sur l'inclusion, justement. Là, vous avez raison. Alors, d'abord, si vous voulez venir faire les duodés demain, vous êtes la bienvenue et je vous invite avec grand plaisir. Voilà. Pour le duodé, si vous n'êtes pas trop nombreux, non, et c'est quelque chose... Oui. Alors, on va juste répondre à la question. Je termine juste la réponse et je vous réponds sur l'international après. Je fais très vite. Non, sur l'inclusion, on a produit des séries comme Andy Gang, comme Les Bracelets Rouges. C'est une priorité auprès de nos producteurs de fiction. Et dans tous les pays où on est représenté, et croyez-moi là-dessus, on continue de travailler et avec énormément d'intensité au sein du groupe. Mais vous êtes la bienvenue. Et sur les enjeux à l'international, c'est d'être capable de continuer de faire rayonner les marques françaises dans le monde entier. Et je suis extrêmement heureux aujourd'hui de l'image qu'a l'intégralité de l'écosystème français dans le monde entier. Je suis extrêmement heureux que Brad Pitt soit l'actionnaire d'une boîte de prod en France. Je suis extrêmement heureux aujourd'hui que des séries qui sont nées sur France Télévisions, TF1, Canal+, ou non, pas M6, mais puissent continuer de se développer à l'international et c'est chouette. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Capton, d'avoir passé un peu de temps avec nous cet après-midi dans le studio 104 de la Maison de la Radio pour cette 6e édition de Média en scène. Merci à vous.